style de mesure de centralité qui est celui utilisé par Google. On va en voir deux en fait, deux variations autour de la même idée, et la deuxième c'est celui qui est utilisé par Google qui s'appelle le PageRank et qui est utilisé pour classer les pages quand vous faites une recherche. Donc exemple, si vous tapez sur Google le meilleur voilà. Là, normalement, je pensais que vous alliez tomber sur ma page en premier. Bon, non. Mais vous avez un classement des pages qui sont proposées. OK ? Et on va voir sur quelle méthode il se base pour faire ce classement des pages. Alors, il se base sur deux aspects. Soyons clairs de suite. Il se base sur deux aspects. Bien sûr qu'il se base sur des aspects sémantiques. C'est-à-dire qu'il va prendre les mots là, de votre requête et il va vous sortir des pages qui parlent de ça. C'est un peu ça. D'ailleurs, c'est ce que faisaient les moteurs de recherche avant Google déjà. Ce qui a fait le succès de Google, c'est qu'il ne se base pas uniquement sur ça. Pour vous dire laquelle page est la plus pertinente, il ne va pas uniquement faire le matching entre les mots de la requête et les mots dans la page. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas uniquement ça, à votre avis ? Parce que c'est le plus naturel. Ok, je veux les pages qui parlent de tracteurs. Il va faire le matching entre les tracteurs et les pages qui parlent de tracteurs. Pourquoi est-ce qu'il ne fait pas exactement ça ? Pourquoi il ne fait pas que ça pourquoi ce n'est pas juste ça qu'il fait ? Oui. Il y a trop de pages différentes qui parlent de certains sujets. Déjà, il y a trop de pages différentes qui correspondent à la requête. Et en plus, la requête, vous voyez, des fois, là, on met des phrases, des trucs, il y a des relations complexes entre les mots. Déjà, c'est difficile de répondre bien à la requête. Et puis, il va y avoir trop de pages qui contiennent ces mots-là. Si on se base juste sur un truc syntaxique de combien de fois elles contiennent le mot, etc., vous allez avoir trop de pages qui contiennent ces mots-là. Et donc, il se pose la question de les classer entre elles. Alors, on peut dire, oui, ben justement, on pourrait faire un classement en pertinence en fonction de le mot, il apparaît dans le titre ou pas, et puis le sens. Mais en fait, déjà, le sens, vous savez que c'est très difficile d'analyser la sémantique des documents de manière automatique. C'est un domaine de recherche à part entière, ça, le traitement automatique du langage. Et en fait, c'est très difficile. Et Google est assez pauvre sur ça, finalement. Et je pense que c'est le principal reproche qu'on peut faire à Google, c'est de jamais avoir vraiment fait des choses incroyables sur le plan sémantique. À quoi ça se voit qu'il ne fait pas que ça ? Donc l'autre truc qu'il fait, c'est un truc structurel. C'est que parmi toutes les pages, comme tu as dit, qui sont pertinentes parce qu'elles contiennent les mots de la requête, il va les classer par un truc qui n'a rien à voir avec la pertinence de la page par rapport à la requête, qui est structurel sur la structure du web. Et c'est ça qu'on va voir, ce qu'il fait. À quoi ça se voit qu'il fait ça ? À quoi ? À la première recherche, c'est pas le titre correspond même pas à la recherche, mais... Pardon, on redit ? Oui. Le titre de la première recherche proposée ne correspond pas à la recherche que vous avez mise. Où ça ? Quelles sont les meilleures universités mondiales ? Le monde. Oui. La question, c'est le meilleur enseignant. Voilà, exactement. Donc, en fait, on s'en aperçoit, c'est ça que je voulais vous faire dire. Encore qu'il y en a, regardez, qui sont les meilleurs professeurs du monde et pourquoi ? Mais ça, c'est la deuxième, quoi. Ouais. Et ça, c'est quoi, ça ? Concours du meilleur prof du monde. C'est quand même pas si mal que ça. Mais en fait, il y a plein de requêtes que vous faites, où vous avez l'habitude, où en fait, vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Où les résultats qui vous sortent, ce n'est pas très pertinent. D'accord ? C'est bien la preuve qu'il n'est pas capable de trouver les pages les plus pertinentes par rapport aux mots que vous tapez. Par exemple, là d'ailleurs, on se demande... là, il y a Mondial, ok, qu'il a associé à Monde, mais on se demande d'ailleurs si c'est pas un petit peu... il y a Le Monde, le journal, on se demande si ça n'a pas un peu interféré avec le fait que j'ai mis Monde là-dedans. Bon, bref, voilà. Donc, en fait, sur le plan sémantique, il fait le mieux qu'il peut, mais c'est pas incroyable. Derrière, à la fin, pour le classement des pages, il y a ce truc de PageRank qui intervient et qui est très important. Et qui fait que des fois, on n'est pas très satisfait des résultats des requêtes. On va faire 50 pages avant de trouver une page qui est celle qu'on voulait. Et des fois, d'ailleurs, on se demande, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas celle-là qui est la plus pertinente ? Ça se voit vraiment, quoi. Je ne sais pas. Je tape résultat. Il y a des trucs où c'est trop évident, justement.
mais des fois on tame un truc très spécifique, il y a une page qui parle exactement de ça et elle est très loin, quoi. Bref, tout ça pour dire qu'il se pose la question de savoir qu'est-ce qu'il fait Google justement pour classer les pages. Comment est-ce qu'il met un score pour de la première à la dernière? Eh bien, il met un score d'importance. Donc il prend les pages qui sont pertinentes pour votre recherche et il met un score d'importance sur les pages en fonction de critères structurels. Centralité dans le réseau. Centralité dans le réseau des pages web. Et c'est ça qu'on va voir comment il s'y prend. Il ne fait pas de la business centralité, il ne fait pas du degré, etc. Donc l'idée sur laquelle se basent ces deux mesures qu'on va voir, c'est une idée très simple, qui est celle qui est affichée là. C'est que les nœuds importants, c'est une définition récursive ou par proximité de l'importance. Les nœuds importants, c'est ceux qui sont connectés aux nœuds importants eux-mêmes dans un réseau. D'accord ? Si vous êtes un nœud qui est connecté qu'à des nœuds pas importants, vous n'êtes pas important. C'est ça que ça veut dire. Okay ? Donc on va voir comment on peut mettre en œuvre cette idée. Il y a plusieurs notions. Du coup, donc là, je vais en présenter deux. La notion de centralité de vecteur propre, ça m'écorche de le dire en français. Ça s'appelle Eigenvector Centrality. Eigenvector, c'est-à-dire vecteur propre. Qui ne sait pas ce qu'est un vecteur propre ? 2 ? Seulement 2 ? 3, 4, 5 ? D'accord, donc je vais prendre 6, ouais, ok. Donc je vais prendre le temps d'expliquer ce qu'est un vecteur propre. Normalement, vous devrez essayer de savoir ce qu'est un vecteur propre, c'est un truc de base d'algèbre linéaire. Vous n'avez pas fait un petit peu d'algèbre en maths Si. Vecteur propre d'une matrice. Je crois que Une valeur propre. Ouais. Bon, ça va, je ne vais pas prêcher complètement dans le vide. Mais je vais vous rappeler ces notions-là. Donc il y a cette centralité-là et il y a la centralité de Google. En fait, c'est pareil. Google, c'est le vecteur propre, mais dans une matrice un peu spéciale qui corrige les petits défauts qu'on peut reprocher à la mesure la plus immédiate. Donc ce qu'on voudrait avoir, idéalement, c'est ça. Donc cette idée de « je suis important si mes nœuds proches sont importants », on pourrait la traduire de façon un peu mathématique dans le réseau par le top, ce serait qu'on soit capable d'attribuer à chaque nœud un score de centralité de telle façon que si chaque nœud dit son score à ses voisins et que chaque nœud regarde le score qu'il a reçu de ses voisins, quand je fais la somme des scores de mes voisins, ça me donne exactement mon score. Si j'étais capable d'attribuer les scores sur les nœuds de cette façon-là, que le score d'un nœud, en fait, c'est la somme des scores de ses voisins, je serais super content parce que ça correspondrait vraiment à cette idée que je suis important relativement à l'importance de mes voisins, parce que mes voisins sont importants. Donc mon importance, elle est faite de la somme de l'importance de mes voisins. D'accord ? C'est ça que ça veut dire. Ça, c'est une belle idée, mais on voit de suite que mathématiquement, ça ne peut pas marcher. Donc ça, l'idée, ce serait ça. Ce serait que pour chaque sommet U, j'ai la centralité de U qui est la somme de la centralité de V pour V est un voisin de U. Vous vous rappelez que le voisin de U, je note N de U à cause de neighborhood en anglais. D'accord ? N de U, c'est le voisinage dans les graphes. Donc je somme sur mes voisins leur centralité, ça me donne la mienne. Ça ne peut pas marcher. Pourquoi ? Oui. Si on fait ça récurremment, ça va constamment augmenter tout le temps. Exactement. Donc, si on le voit avec cette histoire d'envoi, c'est-à-dire que cette égalité, elle est insatisfiable de façon mathématique. Parce que si vous faites la somme des C de U dans tout le réseau, vous allez vous apercevoir qu'en fait, vous allez avoir plusieurs fois la somme des C de U. Donc, c'est impossible d'avoir la somme des C de U. Donc, dit autrement, c'est-à-dire que si on le voit sur cette histoire de protocole, là, de j'envoie et je calcule ma centralité, quand un nœud, il envoie son score aux autres, il n'envoie pas qu'une fois, il envoie à tous ses voisins. Donc en fait, quand ça va contribuer au score de plusieurs nœuds. D'accord ? Donc quand je fais la somme des scores dans tout le réseau après cette phase d'envoi, je m'aperçois qu'elle est bien supérieure à la somme des scores initiales. Donc je ne peux pas avoir que les scores après sommation soient égaux au score avant sommation. Pas possible. C'est clair ça pour vous ou pas ? Parce que si j'ai score 2 et j'ai 3 voisins, je vais l'envoyer 3 fois 2.
Donc du coup, le 2, il va compter dans la somme de celui-là, dans la somme de celui-là et dans la somme de celui-là. Donc en fait, le 2, il a compté 3 fois. Donc il n'a pas compté que pour 2, il a compté plein de fois. Donc après l'envoi, il y a plus de scores dans le réseau qu'au départ. Donc ça peut pas être stable, ce truc-là. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut normaliser. On pourrait dire qu'il existe une certaine constante, plus ou moins constante, telle que C de U, c'est 1 sur lambda fois la somme des C de V. Ça, c'est possible par contre. D'accord? Lambda étant choisi pour que, quand je somme ce truc-là, je retombe exactement sur la somme des C de U. Je peux choisir lambda comme ça. Ben voilà pourquoi il y a une valeur propre. Lambda, c'est la valeur propre. Ok, donc on chercherait un score qui satisfait ça. Il y a deux questions qui se posent. C'est comment trouver ce score, un tel score, s'il en existe, comment en trouver, et comment trouver le lambda. Du coup, là, je cherche deux choses. Je cherche à attribuer le score de centralité à chaque sommet, et je cherche le lambda, qui va me permettre de renormaliser ça pour que ça soit possible. Alors cette introduction est un peu bizarre peut-être, mais la raison c'est ça. C'est la façon dont on va calculer ces scores, elle se passe vraiment comme ça. Ce que vous faites, c'est que on va chercher s'il existe une attribution CU-CV des scores qui satisfait ça, en partant d'une attribution quelconque et en jouant ce petit jeu. Tout le monde envoie son score à ses voisins, ils recalculent leur score avec les scores qu'ils ont reçus, et on continue. Et on continue, on continue. Et à chaque fois que je recalcule les scores, pour pas que les scores explosent, parce qu'on vient de voir qu'à chaque fois que j'envoie mon score à mon voisin, je vais le démultiplier, mon score, je redivise par une constante qui me fait revenir à la même somme totale des scores sur tout le réseau. Ok ? Donc on fait ça. Initialement, on prend des valeurs quelconques pour les scores. Qu'est-ce que vous prendriez si vous aviez à faire ça ? Vous partiez de quoi ? Moi j'ai une idée. Tout le monde score à 0. Je pars de là. Bonne idée ou pas ça ? Quand je ne sais pas d'où partir en informatique, je pars de 0. Est-ce que là ça va marcher ? Pourquoi ? Parce que la somme de 0 sera toujours 0, du coup il n'y aura jamais de... Oui, tout le monde va recevoir de la part de ses voisins des 0, il va les sommer, ça va faire 0, il va garder son score 0 et tout le monde va être comme ça. Donc si on parle de tout le monde est à 0, ben, tout le monde va toujours rester à 0. Okay ? Donc c'est-à-dire que tout le monde aura toujours la même importance, ce qui n'est pas super. Donc c'est un des rares cas où on ne peut pas initialiser en partant à 0, le procédé. Il faut initialiser autre chose. Donc moi j'ai une deuxième idée en général. Si je ne peux pas prendre 0, je prends 1. Je pourrais mettre 1 sur tous les sommets. Ou autrement dit, 1 ou n'importe quoi, je peux mettre le même score pour tous les sommets. Ça c'est une configuration de départ valide. Une autre idée naturelle pour partir. Je cherche une assignation en fait. Le top, ce serait que je parte du résultat final. Si je pars d'un truc qui satisfait déjà ça, je suis super content. Mais j'en connais pas. Oui. On calcule le nombre de nœuds d'un sommet, on lui donne cette valeur-là. Pas bête. Mais c'est mon troisième point. Ça ne m'arrange pas. Je veux parler du deuxième point. Quand on ne sait pas, on peut partir de trucs random. Je pourrais mettre une valeur aléatoire sur tous les sommets. Je ne sais pas d'où partir, d'accord ? Donc je peux prendre un échantillonnage uniforme de mes assignations de score et puis espérer que voilà, ça ne soit pas trop pourri. Parce que peut-être, si je prends une très particulière, je peux avoir peur qu'elle m'attire vers des endroits un peu spéciaux, que ça ne va pas marcher avec une valeur très particulière où tout le monde est à la même truc. Par exemple, quand c'est tout le monde à 0, on reste à 0. Quand c'est tout le monde pareil, peut-être ça va faire des trucs bizarres, j'en sais rien. Je pourrais partir d'une assignation random des scores, okay ? Entre 0 et 1. Et la troisième idée, c'est je pourrais partir de n'importe quoi dont je pense que c'est pas trop loin de la solution finale. C'est-à-dire, moi, je suis en train de vouloir faire quoi ? Attribuer l'importance à chacun des nœuds. J'ai déjà
2 ou 3 mesures à disposition pour faire ça, je pourrais partir de n'importe quelle de ces mesures. Les degrés, ce que tu as proposé. Je pourrais partir de la closeness, de la betweenness. D'accord ? Je peux partir de n'importe quel truc qui, je pense, n'est pas trop loin, parce que mon but, ça va être de converger. Et ce que je veux, c'est que ce procédé, comme ça, il finisse par se stabiliser sur la solution là-haut qui m'intéresse. Ok. Et ce que je fais, c'est que je joue le procédé que j'ai donné. C'est-à-dire qu'à chaque fois que... à chaque étape, tout le monde envoie son score à tout le monde. Chacun regarde les scores qu'il a reçus, en fait la somme, et c'est ça son nouveau score. Sauf qu'on normalise pour pas que les scores explosent. Alors allons-y doucement. Vu que vous n'avez pas l'air trop familier avec ces histoires de matrices, on va faire ça tranquillou. Moi je dis que ce truc-là, là, c'est pareil que ça. Alors ça, ce serait à l'instant t plus 1. Donc ce que je mets là haut en l'exposant, c'est le temps. Hein. À l'instant t plus 1, je prends les scores à l'instant t, je somme les scores de mes voisins à l'instant t et je divise par ma constante. Okay ? Je peux l'écrire comme ça en matriciel. Ça veut dire quoi ? C'est quoi la matrice A ? A, c'est la matrice d'adjacence. C'est ça qui va me donner les voisins. Okay ? Alors, allons-y doucement. A fois x. Comment est-ce que je fais le produit d'une matrice par un vecteur ? Donc la matrice d'adjacence, bien sûr, elle est n par n. Et qu'est-ce que je mets dans la case IJ ? Ici, c'est ce qu'on appelle A indice IJ. I est là et J est là. Je mets 1 si et seulement si I voisin de J. Ok ? Donc sur une ligne, j'ai des 0 et des 1 qui indiquent si ils sont voisins ou pas. Je fais le produit A par X à l'exposant T. C'est pas un exposant, pardon, c'est X à l'instant T. Okay ? Donc X à l'instant T, qu'est-ce que c'est en fait ? C'est quoi le X ? Est-ce que vous savez est-ce que vous comprenez ce que c'est ou pas ? C'est mon vecteur de score en fait, hein, c'est les centralités. Je viens juste de le renommer, parce que quand on fait la notation matricielle, on ne l'appelle jamais C. Mais en fait, le vecteur X, qui est X1, X2, je vais noter ces coordonnées, Xn, en fait, c'est exactement les centralités. C'est la centralité de 1, la centralité de 2, la centralité de 3. C'est juste que je viens de changer la lettre, je suis désolé, qui part de la centralité. Maintenant, je l'appellerai X, le vecteur de centralité. Donc X, c'est un vecteur qui associe à chaque sommet son score. Vecteur de taille n. Okay ? Et moi, je suis en train de prendre la matrice A, la matrice d'adjacence, fois le vecteur X. Ok, Xn. Comment ça se calcule ? Le résultat du produit. Vous savez que ça se met comme ça. Il faut aligner les matrices comme ça, là, et on obtient une matrice avec le même nombre de colonnes que celle du haut et le même nombre de lignes que celle du bas. Donc là, je vais encore obtenir un vecteur qui est mon vecteur à l'instant t plus 1, si on en croit ma truc. Et comment ça se calcule le produit matriciel ? Vous vous rappelez, ça se calcule comme ça en diagonale. Je fais 0 fois x1 plus 1 fois x2 plus 1 fois x3 plus 0 fois x4 plus 0 fois x5, etc. Voilà, ça tombe mal, j'ai pas mis le même nombre. Mais ça finit comme ça. Okay ? Donc, le truc que je mets là, c'est la somme des, alors que je ne me plante pas, des A, I, J fois, j'aurais dû l'appeler petit a, ij, hein, je vais l'appeler petit a, ij. Pas trop garder des grandes lettres quand ce n'est pas des matrices, moi. A, ij fois x, alors, justement, c'est, donc là, on a dit, c'est A, le I, il est fixe, je somme sur J. D'accord ? Je somme sur J. C'est J qui avance, là. Donc, la somme des A, I, J, X, J. OK ? C'est ça que je mets là-dedans. Ça, j'aimerais que ça soit ça.
Eh bien oui, puisqu'ici, il y a un 1, si et seulement si I est voisin de J. D'accord? Donc ici, là, ce truc-là va valoir 1 que lorsque J est voisin de I. Sinon, il vaut 0. Donc finalement, je vais récupérer les scores XJ que pour mes voisins. OK? Donc ça marche. La matrice d'adjacence fois le vecteur de score, c'est bien exactement pour chaque composante, ça me calcule cette somme-là. Et il y a la renormalisation par 1 sur lambda. OK? Donc je vais faire ça, et puis ensuite je divise par lambda, et on va de suite dire qu'est-ce qu'il faut prendre comme lambda. Donc moi je fais le vecteur à l'instant t, j'aurais pu peut-être le noter entre parenthèses, ça aurait été plus joli. On comprend que ce n'est pas un exposant, peut-être comme ça. Et ça, je pense que ça va me donner le vecteur à l'instant t plus 1. Ça me donne le vecteur à l'instant t plus 1. La question, c'est comment je vais choisir lambda. Je vais choisir lambda pour que ce procédé n'explose pas, c'est-à-dire qu'après chaque multiplication par la matrice A, le vecteur x, en fait, il grossit en taille, et moi, je vais toujours le ramener à la même taille. Donc, par quoi je divise? Je vais vous le donner en 1000 et 1000. Par, si je veux le ramener à la même taille, la taille pour les vecteurs, on appelle ça la norme. Je vais diviser par la norme de ça. Comme ça, je vais toujours le garder, par exemple, de norme unitaire. D'accord? Je pars d'un vecteur de norme unitaire, et à chaque fois, quand je multiplie par A, pouf, il devient plus gros. Je redivise par sa norme, et pouf, ça me le ramène à norme 1. Donc en fait, je vais prendre lambda égale la norme de AXT. Si vous faites ça, vous avez la norme de xt plus 1 est égale à 1, quel que soit t. Vous avez toujours un vecteur de norme 1. Pour la norme, vous pouvez prendre n'importe quelle sorte de norme. Vous savez qu'il y a plusieurs sortes de normes. Il y a la norme 1, la norme 2, la norme 3, la norme 4, la norme infinie, par exemple. Celle que vous connaissez le plus, c'est la norme 2. C'est quoi la norme 2? Qu'est-ce que la norme 2 d'un vecteur? C'est sa longueur géométrique dans l'espace. D'accord? Par exemple, si on est dans le plan, si j'ai un vecteur comme ça, la norme 2, c'est la longueur de ce machin-là, la longueur de la flèche. Okay? Ça, c'est la norme 2. Ce n'est pas celle qui va m'intéresser le plus. Celle qui va m'intéresser le plus, moi, pour aujourd'hui, ça va être la norme 1. Non, attendez, c'est même pas la norme 1, j'ai des bêtises. Si, je crois que c'est la norme 1. C'est la norme 1, qu'on note aussi des fois comme ça, tout simplement, je crois. Et qu'est-ce que c'est la norme 1? C'est la somme de ces composantes. La somme sur i des xi. Pourquoi elle m'intéresse plus d'avoir celle-là 1? Remarquez, c'est peut-être pas clair pourquoi ça m'intéresse plus. Est-ce que c'est une distance, la distance cartésienne, c'est une distance. Parce que si on parle de distance pure, la norme 2, ça doit faire xy, alors que la norme 1, c'est un vol d'oiseau. Non, c'est l'inverse, c'est la norme 2 qui a vol d'oiseau là. Et la norme 1, justement, elle fait x plus y. La norme 2, elle va tout droit. Non, en fait, la raison pour laquelle ça m'intéresse que ça somme, de prendre la somme, c'est que moi, je vais le garder de norme 1. Ça ressemble à quoi, ça? C'est pas très clair a priori. Ok, elles sont tombées. C'est que ça va me permettre d'interpréter les ici comme des probas. Après, on peut se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va vouloir les interpréter comme des probas? C'est des scores, c'est pas forcément des probas. Mais vous allez voir à la fin qu'en fait, ces scores, il y a une très jolie interprétation par des probas de ce que ça veut dire. C'est le résultat d'une marche aléatoire sur le réseau. On va voir ça dans un moment. Ok, donc du coup, vous pouvez choisir la norme que vous voulez. L'important, c'est que le vecteur n'explose pas, qu'on ait toujours un truc qui soit conservatif et qui reste de normes fixées. Donc le mot est lancé, conservativité. Je ne sais pas si je l'ai écrit quelque part. Il me semblait avoir écrit quelque part. C'est ça qui n'allait pas dans le premier procédé, là où on disait ça explose si je fais la somme des trucs autour de moi. C'est que ce n'est pas conservatif. D'accord ? Pour la quantité de score. Ok, ben c'est ça la méthode des puissances. Donc nous, ce qu'on aimerait, mais on rêve,
c'est qu'en partant de n'importe quelle assignation, pas tout le monde à 0 en tout cas, j'itère ce truc-là, je fais, tout le monde prend le truc, somme ses scores, on divise tous par la même constante pour garder une quantité de scores constante dans le réseau, et j'espère que ça, quand je le fais une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 10 fois, 1 million de fois, ça finit par se stabiliser. Si ça se stabilise, je prendrai ça, ça va vérifier ça. À stabiliser, ça va vérifier ça, parce que ça, c'est le point fixe de ce système, là, d'accord ? C'est quand je fais ce truc de sommation, ça ne change rien. Je retombe sur le même score que ce que j'avais. Ça va se stabiliser vers ce point fixe du système, et je prendrai ça comme score. Ça, c'est mon rêve. Mais des fois, les rêves deviennent vrais. En fait, ça converge tout le temps, ce machin, vers un truc défini de façon unique. Et c'est ce que dit le théorème suivant, qui s'appelle le théorème de Perron-Frobenius. C'est que si la matrice A, avec laquelle je fais ça, c'est bien la matrice d'adjacence d'un graphe non orienté et connexe, les deux sont importants, non orienté et connexe, alors tout ce qu'on voudrait marche. Alors, ce qu'on voudrait, ça va s'exprimer en termes de valeurs propres. C'est là que j'y viens. Les valeurs propres de norme maximum, de valeur absolue maximum, il y en a une parmi elles, il y en a une seule, qui est réelle et positive. C'est celle que j'appelle lambda. Donc une matrice A, qui est la matrice d'adjacence d'un graphe non orienté et connexe, si vous regardez ses valeurs propres, vous regardez la taille, le module des valeurs propres, parce que les valeurs propres, elles sont complexes. Vous regardez le module des valeurs propres. Vous regardez le plus grand module des valeurs propres. Des valeurs propres qui ont ce module-là, il y en a toujours une réelle positive et il n'y en a qu'une. Okay. Donc valeur propre, du coup, on redit ce que c'est, maintenant qu'on a fait la notation matricielle. Valeur propre, c'est x et vecteur propre associé à la valeur propre lambda, ça se définit par paire, quoi, à la valeur propre lambda, si et seulement si AX égale lambda fois X. D'accord ? Donc AX, c'est j'applique la matrice A au vecteur X comme je l'ai fait avant, et je tombe sur quoi ? Sur lambda fois le vecteur X. D'accord ? Lambda fois le vecteur X, ça ressemble à quoi ? Ça fait lambda X1, lambda X2, etc. jusqu'à lambda Xn. Donc c'est un truc très particulier, c'est que quand j'applique la matrice au vecteur X, ça ne fait que me scaler le vecteur X, le multiplier par un scalaire lambda. Okay ? C'est ça, être une valeur propre, c'est les scalaires comme ça. Et il n'y en a pas beaucoup. Il y en a au plus n dans une matrice de taille n qui marche comme ça. Okay ? C'est que quand j'applique la matrice à mon vecteur, ça me multiplie mon vecteur par un truc constant sur toutes les coordonnées. On dit quand ça se passe comme ça, si ça se passe comme ça se passe pas toujours comme ça, il y en a qui ont 0 valeur propre. Si ça se passe, enfin, dans les réels, dans les complexes, ils ont toujours n valeurs propres. Mais dans les réels, il n'y en a pas des fois. Si ça se passe comme ça, je dis que lambda est valeur propre et que x est vecteur propre. Ok ? Donc là, ça me dit que voilà, je regarde les plus grandes valeurs propres en module. De norme maximum, ça veut dire le module. J'aurais dû dire de module parce qu'en fait, on est dans les complexes. Il y en a une qui est réelle et positive. Superbe. Et elle est seule. Donc elle est clairement définie, cette valeur propre. Okay ? Et en plus, ce qui est génial, c'est que le vecteur propre aussi, dans le sens où l'espace propre, parce que tous les vecteurs x qui vérifient ça pour un lambda donné, c'est un sous-espace vectoriel. Ça veut dire que ça peut être un truc de dimension 2, de dimension 3. D'accord ? Mais là, dans ce cas-là, c'est de dimension 1. Ça veut dire c'est une droite. Ça veut dire en particulier que sur une droite, il n'y a que 2 vecteurs unitaires, un dans un sens et un dans l'autre. Okay ? Et il y en a un pour lequel toutes les coordonnées sont strictement positives. Donc du coup, il y a une seule valeur propre, il y a une seule direction, et sur cette direction, je peux particulariser le sens dans lequel toutes les composantes sont positives. Donc ça me définit de manière unique un vecteur propre.
qui est le vecteur propre avec toutes les composantes positives de cette valeur propre-là. Okay. Il n'y en a qu'un comme ça. Eh bien, c'est vers ça que converge la méthode des puissances. C'est ça que dit le théorème. Okay. Donc il y a bien un truc défini de manière unique, un vecteur défini de manière unique, une valeur propre associée lambda définie de manière unique, et la méthode des puissances, elle converge vers ce vecteur propre x. Et vous pouvez partir de n'importe quoi qui n'est pas le vecteur nul. De n'importe quoi positif. N'importe quoi positif qui n'est pas le vecteur nul. Okay. Même si vous mettez qu'un 1 au départ et que des 0, le 1 il va se diffuser comme ça en prenant les trucs jusqu'à ce que tout s'étale et se répartisse selon ce vecteur propre. Donc ce vecteur propre, c'est le vecteur propre de la centralité. On dit la centralité, c'est ça. Okay. Si je vous l'avais introduit comme ça, je vous ferai remarquer que je ne l'ai pas introduit comme ça. Si je vous l'avais introduit comme ça paraît complètement sorti du chapeau. Pourquoi est-ce que je vais prendre comme mesure de centralité le score donné par un vecteur propre particulier? Qu'est-ce qui veut dire ce vecteur propre? Je ne vois pas le rapport. Mais là, on voit le rapport. J'espère que vous ne l'avez pas perdu de vue, le rapport. C'est que c'est la limite de cette méthode d'itération qui correspond à l'idée de « je suis important » si tous mes voisins sont importants. Pour savoir à quel point je suis important, je prends le score de mes voisins, je le somme et je divise par une constante pour amener tout le réseau à un même score total. Okay. Et je fais ça jusqu'à plus soif. Ce machin-là, ça ne tourne pas en rond. Ça ne rentre pas dans des comportements cycliques, etc. Ça converge. Ça converge vers ce vecteur propre particulier que j'ai appelé le vecteur propre de Perron-Frobenius. Et c'est ça qu'on prend comme centralité. Donc cette centralité, elle correspond à l'idée que l'importance d'un nœud, c'est une sorte de moyenne de l'importance de ces nœuds de ses voisins. Pourquoi je dis moyenne? Parce qu'on divise par cette grosse constante lambda pour ramener tout le monde au même niveau. Pourquoi sorte de? Parce qu'en fait, si c'était vraiment une moyenne, je diviserais par le nombre de ses voisins. Mais ce n'est pas ce que je fais. Okay. Je somme les scores de ses voisins. C'est-à-dire, au plus il a de voisins, au plus ça l'aide quand même. Je ne divise pas par le nombre de voisins. Okay. Parce que si on pourrait dire, oui, mais c'est nul, j'aurais mieux fait diviser par le nombre de voisins, comme ça me fait une moyenne bien propre et ça m'évite ces problèmes d'explosion, tout ça. Oui, mais si on divise par le nombre de voisins, ça veut dire que je ne m'autorise pas à donner de l'importance à un nœud par le fait qu'il ait beaucoup de voisins. Alors que nous, ça nous intéresse. Comme on a dit tout à l'heure, s'il y a une page web qui pointe sur plein de pages web, s'il y a plein de pages web qui pointent sur une, c'est que cette page web elle est importante. Donc au plus j'ai de voisins qui pointent sur moi, au plus c'est important. Ok. Donc voilà comment elle est définie, cette truc-là. La centralité de vecteur propre, elle peut se calculer du coup avec la méthode des puissances. Je pense même que c'est la méthode qui est utilisée dans Google. Enfin maintenant ils doivent avoir mieux parce qu'il y a des trucs d'apprentissage pour converger plus rapidement vers ces trucs-là. Mais je ne sais pas s'ils s'en servent ou pas. Et en plus, elle marche aussi dans le cas des graphes orientés. Dans le cas des graphes orientés, ce que je fais, on va le voir dans une seconde. Alors, il faut une petite condition en plus sur les graphes orientés par rapport à la connexité. Il ne suffit plus de demander que les graphes soient connexes, mais comment? Qu'est-ce qui correspond à la connexité quand je suis sur un graphe orienté? La forte connexité. Ok. Est-ce que c'est clair ou pas cette définition? Donc il y a ce théorème qui dit que quand ce qui compte c'est la méthode, ok? C'est la méthode d'itération. Ce qui compte c'est ça. C'est la méthode des puissances. Okay? Vous itérez ce procédé de je somme le score de mes voisins et je divise tout le réseau par la même constante pour amener la quantité de score toujours à une constante dans le réseau. Et je fais ça itérativement. Ce qui est beau, c'est que ce machin-là converge. Converge vers quoi? Vers ce truc sorti de l'algèbre linéaire. Okay. Mais c'est bien défini, il y a une convergence unique. Donc la stabilité de ce machin-là de diffusion de score, c'est un peu un procédé de diffusion de score. Je vous dis, si vous partez que de 1 sur un nœud, il va l'envoyer à ses voisins, on va tout diviser, donc ça va ramener un truc plus petit, et ils vont refaire pareil ses voisins, donc ça va se diffuser le score. Et en fait, ça se diffuse, si vous partez pas que de un score à un endroit, mais des scores différents, par exemple random à chaque endroit, ils vont se diffuser
jusqu'à s'équilibrer. Mais ils vont vraiment atteindre l'équilibre qui est ce machin-là, le vecteur de Perron-Frobenius. Ok, donc c'est ça l'idée, c'est de diffuser, de donner une importance à chacun et de diffuser. Il y a un moment donné où ça s'équilibre, c'est ça qu'on prend comme définition de la centralité d'importance. Ok. Bon, nous, on veut le faire pour le web, hein. Pas nous, mais Google, en tout cas, elle veut le faire pour le web, donc il faudrait que ça marche pour les graphes orientés. Difficulté spécifique au graphe orienté, c'est que comme la matrice d'adjacence, elle est asymétrique, on a deux ensembles de vecteurs propres. Là, je ne vais pas trop vous embrouiller, là. Essayez de rester léger. En fait, on peut prendre les vecteurs propres soit à droite, comme ça, soit à gauche. Si je fais le produit comme ça me fait aussi un vecteur, d'accord? Donc je peux soit multiplier à droite les vecteurs, soit les transposer et les multiplier à gauche. Dans le cas où la matrice est symétrique, c'est pareil, vu qu'elle est symétrique. C'est les mêmes valeurs propres, les mêmes vecteurs propres. Là, comme la matrice elle est plus symétrique, il se pose la question de est-ce que je le fais à droite ou est-ce que je le fais à gauche? Alors on va voir. Vous allez me dire si on le fait à droite ou à gauche. On va regarder ce qui se passe quand on le fait à droite. Quand je suis en orienté, AIJ, là, le machin AIJ, il dit quoi? Que j'ai un arc de I vers J. D'accord? C'est plus j'ai un lien entre I et J. C'est j'ai un arc de I vers J. Alors, donc ça veut dire que quand je somme là, mes machins, là, quand je somme mes AIJ, XJ comme on l'a fait tout à l'heure, ce que je suis en train de sommer, c'est quoi? C'est sur mes voisins entrants ou sortants? Pour quel AIJ ça vaut 1 là? Ça veut dire qu'il y a un arc de I vers J. Et moi, je somme les scores des J. Alors là, attendez, ça m'embête. J'ai l'impression que la réponse, telle que je l'écris, ah pardon, oui, non, mais pardon, ok. Non, mais tout à l'heure, il y a un truc que je n'ai pas écrit, c'est que ça, c'est le score XI, ça. D'accord? Là, ici, je suis en train de calculer le score XI qui se trouve ici. Ouais, ça me rassure. Donc ça, c'est XI qui est égal à ça. Donc pour calculer le score de XI, j'ai pris tous les arcs de I vers J. Ah non, ça ne m'arrange pas trop. Et j'ai sommé les scores des XJ pour lesquels il y avait un arc de I vers J. Ça ne me plaît pas du tout, ça. Moi, c'était l'inverse que je voulais. Je voulais les voisins entrants. J'ai l'impression que là, c'est les voisins sortants. Hein. Attendez, je vais voir mes exemples alors. Je vais voir mes exemples. Peut-être que la matrice, elle est écrite à l'envers. Ah ouais, mais j'ai pas le graphe. J'ai pas le graphe qui correspond. Bon. Là, j'ai l'impression qu'il y a une anguille sur le sens dans lequel est écrite la matrice. C'est-à-dire qu'en fait, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que nous, ce qui nous intéresse, c'est de le faire sur les voisinages entrants. Parce que moi, je veux justement cette idée que mon importance m'est donnée par les pages web qui pointent sur moi. Pas par celles vers lesquelles je pointe. Donc, je voudrais sommer le score de mes voisins entrants. Tel que je l'ai défini, moi, la matrice d'adjacence, là, où j'ai dit le I, c'est pour les lignes et le J, c'est pour les colonnes. Si on l'écrit dans ce sens-là, alors ça va faire que c'est pour mes voisins sortants. Donc, c'est à l'envers, là. Bon, tant pis. C'est que la matrice doit être écrite dans l'autre sens. On va oublier, d'accord? On va dire que ça se passe bien pour nous. Donc là, la somme, elle est sur les voisins sortants. Moi, je voudrais sur les voisins entrants. Donc, il y a deux ensembles de vecteurs propres. Il y a deux vecteurs propres de Perron-Frobenius. Il y en a un à droite et un à gauche. Et celui de droite, il correspond au voisin sortant, entrant. Et celui de gauche correspond au voisin sortant.
Donc nous, on va prendre celui de droite qui correspond au voisin entrant. Malheureusement, tel que je l'ai écrit, ça ne va pas. Okay, donc en tout cas, c'est pour ça qu'on choisit les vecteurs à droite, c'est parce qu'on veut sommer sur les voisins entrants. Petit problème quand on fait ça, c'est que dans un réseau orienté, il y a des nœuds qui n'ont pas de voisins entrants. Lui, par exemple, le A là, il n'a aucun voisin entrant. Ça va être quoi, du coup, sa centralité? Il va l'obtenir en sommant le score de tous ses voisins entrants. 0. Ça va être 0, du coup. Donc lui, il aura centralité 0. Ceux qui sont des sources auront centralité 0. Bon, c'est un peu dommage. Mais c'est plus grave que ça. Le B, par exemple, là, lui, il a un voisin entrant. Justement, c'est A. Et A, il a centralité 0. Donc B, qui va obtenir sa centralité en sommant la centralité de ses voisins entrants. Il va avoir centralité 0, comme ça. D'accord? Et en fait, du coup, ça va se propager, il va y avoir beaucoup de nœuds de centralité 0, ce qui n'est pas bien pour nous. Et en fait, ça va être le cas pour tout ce qui n'est pas dans une composante fortement connexe. Donc en fait, la condition qu'il faut rajouter pour que la centralité soit bénéfiée sur tout le réseau, c'est que le réseau soit carrément fortement connexe. Si le réseau est fortement connexe, tous les nœuds vont recevoir une centralité non nulle. Ah oui, je n'avais pas dit, mais dans le cas non orienté et dans le cas orienté, c'est pareil. Le vecteur de Perron-Frobenius, toutes ces composantes, elles sont strictement positives. Donc il n'y a aucun nœud qui reçoit une centralité nulle. Il n'y a aucune page web qui reçoit un score 0. Elle peut recevoir un score aussi petit que possible, mais pas 0. Ok. Donc il faut, quand on le fait sur des graphes orientés, il faut que le réseau soit fortement connexe. J'espère que le web, il est fortement connexe. On va en parler après. En tout cas, il y a un type de réseau qui n'est jamais fortement connexe. Un type de réseau dont on a parlé plusieurs fois. Et du coup, j'aimerais que vous me le disiez. Quel est ce type de réseau qui n'est jamais fortement connexe? Je vais prendre de l'eau, je vous laisse une minute. Réfléchissez, il y a un type de réseau où c'est sûr que par définition, par formation du réseau, un réseau orienté, il ne sera jamais fortement connexe. C'est un des réseaux dont on a discuté quand on faisait les tableaux et tout. C'est les arbres. C'est pas le Texas? Ah, ok. C'est pas une histoire de. Tout est rouge. Ouais, non, tout est sur le lieu, parce que sinon, comment tu fais pour. Tu veux une route, tu pars à rien. Il va toujours au Texas, ou pas? Oui, le réseau routier, je pense qu'il est fortement connexe. Déjà, il n'est pas vraiment orienté, mais même si on l'orientait, il peut être orienté. Il y a des séances uniques, mais lui, il serait fortement connexe, parce que bien sûr qu'on peut le donner n'importe où, n'importe où. Qu'est-ce qui n'est pas fortement connexe par essence même? Ah oui, c'était dirigé. Parmi les réseaux clubs. Il y en a peut-être plusieurs, mais il y en a un au moins que j'ai en tête. C'est simple à trouver. Oui? C'est pas le réseau des prédations, des prédateurs. Ça pourrait... Parce que ton idée, c'est quoi? Bah, qu'il y a des super prédateurs qui sont jamais. Sont pas de prédateurs à eux. Ça pourrait. Je ne sais pas s'il est vraiment comme ça. En fait, ce que tu veux dire, c'est qu'il n'y a pas de cycle. Techniquement, oui, il y a un cycle. Mais bon, Je ne sais pas s'il y en a, mais s'il n'y a pas de cycle, alors le réseau, c'est clair qu'il n'est pas fortement connexe. Ouais. D'accord? Il faut des cycles pour qu'il soit fortement connexe. Donc, dans des réseaux où il n'y a pas de cycle, ça serait le cas. Non, c'est une bonne idée dans le réseau de prédateurs. C'est-à-dire qu'on peut supposer que les prédateurs sont classés par un ordre de plus prédateurs, moins prédateurs. En haut de la chaîne, on dit, ou en bas de la chaîne alimentaire. Mais je ne suis pas sûr que ce ne soit pas une vision de l'esprit. Je pense qu'en pratique, il y a quand même des petits cycles. Alors, il n'est sûrement pas entièrement fortement connexe, mais il doit y avoir quand même des cycles à un endroit, il doit y avoir des composantes fortement connexes. Moi, je pense à un type de réseau dans lequel aucun nœud n'est dans une composante fortement connexe. Il n'y a pas de composante fortement connexe. Tu avais une autre idée? Oui. si c'est un arbre, c'est sous forme d'un arbre. Mais après, je sais pas si. Oui, mais dans quel style de réseau pratique en vrai je vais trouver ça? Parce que moi, je veux vraiment un vrai style de réseau qu'on rencontre dans la vie réelle.
Par un arbre généalogique. Ouais. Non, très bien. Donc, quand même, non. Oui, non, mais en plus, ça peut ne pas marcher pour les arbres généalogiques. Ça pose des problèmes, mais ça peut ne pas marcher. Pire que ça, du coup, un truc où c'est vraiment garanti. Parce que derrière l'arbre généalogique, il y a, outre les accidents de la vie, on va dire, il y a le temps qui oriente ça. Qui fait qu'il y a la génération du dessus, la génération dessous, etc. Tous les réseaux où il y a le temps dedans, ouais. Les protéines, non, ça je sais pas, les protéines. Hein. Parce que les protéines, on ne sait pas trop comment c'est fait, un cellule, qu'est-ce qui se passe. Non, a priori, il y a plein de cycles dans les protéines. Bah oui, parce qu'il y a hiérarchie après. Quel est un réseau où le temps joue un rôle fondamental, où le lien, il peut aller que d'un truc, que dans un certain sens par rapport au temps? Évolution. Ouais, peut-être, mais là, on n'a pas trop parlé de réseau d'évolution, dans ce qu'on a fait. Tout bêtement, les réseaux de citation. Et les réseaux de citation scientifiques. Ou même, vous pouvez penser à d'autres trucs, hein, mais les réseaux de citation scientifiques, si un papier cite un autre papier, c'est qu'il existait déjà avant le papier. Donc du coup, toutes les citations sont orientées à l'envers du temps. Elles remontent le temps, les citations. En plus, je pense que maintenant, dans la pratique, c'est pas 100% bien vérifié, parce qu'à un moment donné, il y a des papiers qui se publient en même temps, où on peut mettre des références croisées entre les trucs. Mais bon, normalement, quand même, dans les réseaux de citation, en tout cas, elles sont minimes, s'il y en a, des composantes fortement connectées. Parce que vu que tous les arcs remontent le temps, il ne peut pas y avoir de cycle. Parce que s'il y a un cycle, ça veut dire qu'il y en a un qui va dans le bon sens par rapport au temps. Donc dans ceux-là, ils sont naturellement sans cycle. Et du coup, pas de composantes fortement connexes. Donc si vous voulez classer l'importance des papiers scientifiques en appliquant le PageRank, c'est une très bonne idée, mais ça ne marche pas du tout. Parce que pas de cycle. Alors en fait, vous allez voir qu'avec le PageRank, peut-être que si quand même. Mais pas avec le Eigenvector Centrality. Bon, mais super. Du coup, je pose la question. Dans le web, fortement connexe ou pas? Est-ce que le réseau des graphes, est-ce que le réseau des pages web est fortement connexe? Je ne peux pas accéder avec des moteurs de recherche, je dirais non. Oui, alors il y a les moteurs de recherche qui troublent un peu le jeu, puisque les moteurs de recherche indexent toutes les pages qu'ils trouvent, etc. Mais oublions les moteurs de recherche. Le problème, c'est que si vous faites des pages, vous faites une page, vous allez en référencer d'autres, mais il n'y a personne qui vous référence. D'accord? Donc, dans ce cas-là, c'est exactement le cas du sommet A, là, dans le truc qu'on a vu avant, là, le sommet A et B. Là. Dans ce cas-là, ben, eux, non, ils ne sont pas dans des composantes fortement connexes, d'accord? Personne ne les référence. Du coup, le web, non, c'est pas naturellement, c'est pas fortement connexe. Il y a plein de pages périphériques qui ne font que pointer vers les autres et personne ne pointe sur eux, parce qu'elles ne sont pas assez visibles. Ok. Mais quand même, on peut définir le truc, et c'est une des corrections que fait le PageRank pour pouvoir définir ça sur tout le graphe, un score sur tout le graphe, même s'il y a ces petits problèmes de certaines pages ne sont pas pointées par personne, de manière directe ou indirecte. Donc c'est ça, ce dont on va parler, c'est le papier, c'est ce qui a été fait dans le papier original de Google. PageRank, il s'appelle. Et PageRank, c'est quoi? C'est « In this paper we present Google ». C'est le papier qui a introduit Google. Un prototype à grande échelle de moteur de recherche qui fait une utilisation extensive de la structure présente dans les liens hypertextes. C'est clair, hein, comme ça. C'est son utilisation principale. Son truc principal, c'est de se baser sur la structure du graphe du web, des liens hypertextes. Okay. Donc Google, il fait, alors ça après là c'est les aspects moteurs de recherche, c'est plus ce que tu soulevais, il crawl le web, c'est-à-dire il parcourt le web comme ça, il trouve toutes les pages web, il les indexe de façon efficace, et puis il trouve des meilleurs résultats que n'importe quel autre système, comme par exemple, qu'est-ce qu'il y avait comme moteur de recherche avant Google? Donc, non, vous n'étiez peut-être pas né avant Google. Il y avait quoi? Moi je ne me rappelle que d'un. Il y avait, je ne sais pas s'ils avaient des moteurs de recherche, MSN, j'en sais rien. Il y avait AltaVista. Ça vous dit rien, ça? De toute façon, à l'époque, on allait sur AltaVista. Moi, j'ai fait, pas beaucoup, j'ai fait une ou deux recherches avant 1998, on allait sur AltaVista.
C'était le truc populaire. Et voilà, et il y a un prototype avec 24 millions de pages web qui est disponible à l'adresse google.stanford.edu. Là, c'était un prototype et ça a été fait à l'université de Stanford. Okay. Ça a été fait par ces deux mecs qui sont maintenant multimilliardaires, comme vous imaginez. Et ce qui m'intéressait de vous montrer, c'était, outre leur funch, qui quand même vaut le détour, c'était que qu'est-ce qu'ils étaient en train de faire. Ils étaient tous les deux en thèse quand ils ont pondu Google. Ils étaient en thèse à Stanford et ils ont pondu un truc qui est maintenant un machin hégémonique au niveau mondial. Alors, je suis assez curieux de l'histoire de Google, que je connais très mal, mais du coup, je suis allé regarder un peu en préparant. Donc, ces deux gars-là sont toujours plus ou moins à la tête de ce truc-là. Je pense qu'ils sont surtout actionnaires essentiels, mais en fait, ils ont filé les rênes à d'autres gens. Donc, ils ont exercé pendant un certain temps, les PDG, pendant quelques années, de Google et d'une autre compagnie que peut-être vous connaissez mieux que moi. Je ne sais pas trop ce qu'ils font et quel est leur rapport exact avec Google, c'est Alphabet. Ah ouais, mais justement, Alphabet, c'est le holding. C'est le holding de Google. Ouais. D'accord. Alphabet, ils détiennent Google, c'est ça? C'est ça. Ouais. D'accord, ok. Donc, les deux, ils sont à la tête d'Alphabet. Enfin, il y en a un, je crois, carrément, qui est PDG d'Alphabet actuellement. Mais de toute façon, ils doivent avoir tous les deux des trucs une part importante des parts dedans. Et puis, il y a quelqu'un d'autre qui est PDG de Google. Je ne connais même pas son nom d'ailleurs, mais ils sont moins connus. Donc c'est marrant, je trouve qu'ils n'ont pas du tout le même fonctionnement que les Mark Zuckerberg, les Steve Jobs, etc., où on les connaît vraiment comme stars, patrons qui pilotent vraiment le truc tout en haut, quoi. Là, ils ont l'air de plus faire confiance à d'autres personnes pour faire tourner le machin. Mais bref, c'est ce qu'ils ont pondu dans leur thèse, Google. Et je disais, par exemple, lui, là, dans Wikipédia, ils disent sa fortune, c'est environ 50 milliards de dollars en 2019. Donc, ça doit être plus depuis. C'était ça que je voulais vous montrer. Et du coup, ce qui me faisait rigoler, c'est que ça se voit, quoi. Ils sont vraiment jeunes sur la photo. Ça, c'est vous dans 3 ans. Donc, vous avez encore 3 ans pour pendre un truc de ce calibre-là. Pour moi, par contre, c'est fichu. Moi, j'ai raté le coche. Ouais, mais vous pouvez encore rêver que vous serez à leur place. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait un truc sympa. Ils ont fait un truc sympa, mais ce qui est toujours, enfin, ce qui je trouve pose toujours question, c'est qu'au final, techniquement, bien sûr que c'est joli, mais c'est pas incroyable. Vous allez voir. Après, à la lumière de la théorie des réseaux qu'on a fait, tout ça, c'est pas un truc spécialement incroyablement avancé. En fait, c'est surtout, je pense, un truc qui résout un ou deux problèmes à la base, qui fait que le machin marche. Et avec ça, ils l'ont exploité de manière brillante au niveau industriel. Après, il y a d'autres aspects, justement, dans Google. Il y a le fait de parser le web, de l'indexer, d'avoir des gros moyens de calcul, tout ça. Quand on met les deux ensemble, ça fait le Google qu'on connaît maintenant. Alors, comment ça marche, du coup? Quelle est la petite modification par rapport à Eigenvector Centrality? D'abord, il y a le problème de cette histoire de nœuds sources, là, des composantes fortement connexes. Tout ce qui n'est pas fortement connexe, dans Eigenvector, ça reçoit 0. Donc là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté une constante. Dans le procédé itératif, là, en plus de faire la somme de tous les scores de mes voisins, je rajoute une constante. Ce qui fait que même si je n'ai pas de voisin, j'ai un petit bout, j'ai un petit quelque chose à chaque tour qui me vient. D'accord ? Vous allez voir, après on va traduire ça d'une façon en termes de marche aléatoire, c'est encore plus limpide ce que ça veut dire. Et c'est encore plus joli. Il y avait un autre truc qui ne plaisait pas, c'était que si je suis un nœud... Ok, moi j'aime bien l'idée que si j'ai plein de nœuds qui me donnent leur force, je vais devenir un nœud fort. D'accord ? Par contre, j'aime pas trop l'idée que moi, quand je suis un nœud fort, si je pointe quelqu'un, je le rends automatiquement fort. Parce que moi, je pointe vers 100 mecs qui sont beaucoup moins importants que moi en tant que site important. Je ne vois pas pourquoi je leur donnerais toute ma force à tout cela. D'accord ? C'est ce qui se passe dans le procédé. J'envoie entièrement mon score. Donc ça, ils ont corrigé aussi. Ça, c'est pas trop réaliste. Et en fait, comment est-ce qu'on corrige ? Au lieu d'envoyer tout son score à chacun de ses voisins, on le divise entre ses voisins. On envoie son score.
Et ça résout aussi le problème de... Ah ben voilà, c'est là que je parlais de ça. De conservativité. D'accord ? Donc, je vais garder une fraction de score constante dans le réseau parce que je vais diviser mon score et l'envoyer à tous mes voisins sortants. Okay. Donc, c'est les deux changements, c'est tout. Donc, qu'est-ce que ça fait ? Changement, mais c'est que, du coup, je reçois de mes voisins, mais leur score à mes voisins entrants, là, il est divisé par leur degré sortant parce qu'ils ont partagé leur score entre tous leurs voisins sortants. J'ai toujours ma normalisation là, par alpha qui était le 1 sur lambda de tout à l'heure, mais j'ai ajouté un facteur constant bêta que je rajoute à tous les sommets. Comme ça, tous les sommets ont un petit quelque chose, même ceux qui sont des sources. Souvent, par convention, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prendre bêta égale à 1. Enfin, on peut normaliser alpha et bêta. Ce qui compte entre alpha et bêta, c'est leur importance relative. Donc souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on prend bêta égale 1 et alpha comme on veut, qui dit l'importance relative de alpha par rapport à bêta. Et souvent, alpha est fixé à 0,85, mais ce n'est pas obligatoire. De toute façon, on va le fixer un peu autrement. Dans pas longtemps, je vais normaliser, là, la page d'après, je vais normaliser alpha et bêta, pas comme ça. Pas en prenant bêta égale 1, mais en prenant la somme des deux qui vaut 1. Et pourquoi je prends la somme des deux qui vaut 1 ? Je vous ai déjà fait le coup, là, il y a un quart d'heure. Pourquoi est-ce que ça me plaît d'avoir la somme qui vaut 1 ? Quand je normalise, tout à l'heure aussi, j'ai normalisé entre norme 2 et norme 1. J'ai choisi en prenant la norme 1 qui vaut 1, parce que la norme 1, c'est la somme de toutes les composantes. Et ça me fait la somme de toutes les composantes qui vaut 1. Là, je vais normaliser en prenant alpha plus bêta qui vaut 1, plutôt que prendre bêta qui vaut 1. Pourquoi j'aime bien quand la somme, elle vaut 1 ? C'est parce que... Ouh là là, vous me faites peur, là. J'ai l'impression de vous jeter de l'eau dans un puits sans fond. Le fond va revenir quand vous relirez le cours. Donc vous avez besoin de relire le cours. C'est ça que ça montre. C'est que quand ça somme à 1, je peux l'interpréter comme une probabilité. Okay. Et là, vous allez voir que l'interprétation en termes de probabilité, l'histoire de ma norme 1 de tout à l'heure et là de mon alpha bêta, elle est limpide. Donc finalement, ok, j'ai fait ça. Je prends cette nouvelle façon de calculer le truc. Ça me donne une nouvelle méthode d'itération, là, un petit peu différente de celle d'avant. En fait, c'est la même que celle d'avant, c'est juste que j'ai changé la matrice. Et comment j'ai changé la matrice ? Au lieu de prendre la matrice d'adjacence, là, dans mon procédé d'itération, ce que j'ai fait en premier, c'est que je l'ai normalisé. Donc je l'ai normalisé sur tous les voisins sortants. Alors là, ça va me permettre de vérifier ici quand même que c'est écrit dans le bon sens. Donc lui, là, son score, au lieu de donner 1, 1, 1... Ouais, non, j'arriverai pas à vérifier. Laissons tomber. Bref, en tout cas, je la normalise en colonne, comme ça, pour que la somme sur chaque colonne vale 1. Donc là, il y avait 3 1 sur la colonne. D'ailleurs, ils ont bougé, eux, non ? Ah non, c'est lui, pardon, c'est cette colonne-là. Je les ai tous divisés par 3. Okay. Alors, est-ce que je peux parler sans que vous parliez par-dessus, parce que ça me gêne un peu. Même plus qu'un peu. Donc, j'ai divisé cette colonne par 3, ce qui fait que toutes les colonnes, voilà, s'il y avait 5, 1... Mais pourquoi il y a 5... Oh là là, c'est n'importe quoi, là. Ah non, mais c'est un cinquième, c'est pas machin. D'accord, pardon. Ah, c'est peut-être pas tout à fait correct ce que j'ai mis. Ouais, c'est peut-être pas tout à fait correct ça, je le corrigerai. Ah ouais, faut pas des colonnes entièrement à 0 en effet. Ok, bon. Ok, grosso modo, l'idée c'est ça, c'est que je divise. Donc elle ne doit pas être tout à fait juste ma formule. Celle-là, elle est juste, c'est sûr. C'est celle-là qui ne doit pas être tout à fait juste. Donc je divise par le degré sur chaque colonne. Et j'ajoute une constante sur la colonne où il n'y a que des zéros. Ça me fait ma matrice S. Et en plus, mon histoire de bêta, là, de probabilité de sauter partout, c'est que j'ajoute une probabilité uniforme. La matrice E, c'est la matrice où il n'y a que des 1. Et je prends 1 moins alpha sur n fois la matrice E. Okay ?
C'est comme ça que je modifie ma matrice. Ça, c'est la matrice de Google. Donc, je choisis le alpha. Et là, vous voyez que ça, c'était mon alpha et ça, c'est mon bêta. Et je me suis arrangé pour que alpha plus bêta, ça fasse 1. Donc ça, c'est ce qui correspond, pardon, c'est pas trop clair comment j'ai exprimé. Ça, c'est ce qui correspond à ça. En termes matriciels, ça se traduit par, en fait, au lieu de prendre la matrice d'adjacence, je prends la matrice G qui est définie à partir de la matrice d'adjacence, comme ça, en suivant ces 2 étapes. Okay, et ce qui est intéressant, c'est que du coup, quand je fais ça, je peux comprendre PageRank comme le résultat d'une marche aléatoire. Ma marche aléatoire, elle est comme ça. Je suis sur un sommet V. Je vais aller vers un de mes voisins sortants. Je vais y aller avec une probabilité répartie uniformément entre mes voisins sortants. D'accord ? C'est pour ça que je divise par le degré dans ces formules-là. C'est pour ça que je divise par le degré. Parce que je vais dire la probabilité à l'étape suivante, je vais aller de façon équirépartie sur un de mes voisins sortants. Okay, et la constante bêta, qu'est-ce que c'est ? C'est une constante de téléportation. C'est-à-dire que je vais garder avec probabilité alpha, ici, là, avec probabilité alpha, je me déplace vers un de mes voisins. C'est ce que dit ce alpha-là, la matrice S. Je me déplace vers un de mes voisins avec équiprobabilité. Et avec probabilité 1 moins alpha, je saute n'importe où. C'est ce que dit la constante bêta, en fait. Donc la marche classique, c'est ça. La marche aléatoire, c'est ça. Avec une proba alpha, je suis le comportement de la marche aléatoire classique, celle où je vais vers un de mes voisins sortants. Avec une probabilité 1 moins alpha, je me téléporte sur n'importe lequel des n nœuds, y compris moi-même. D'accord ? C'est pour ça que j'ajoute un terme 1 moins alpha sur n sur toutes les entrées. Je peux aller avec probabilité 1 moins alpha sur n vers tous les sommets, vers n'importe quel sommet. D'accord ? Comme il y a n sommets, ça me fait, en tout, j'ai probabilité 1 moins alpha de sauter sur un autre sommet. Et je choisis, en prenant alpha et 1 moins alpha comme je veux, je choisis la probabilité de suivre la marche aléatoire classique ou la probabilité de sauter sur un autre sommet. Donc ça résout le problème de ceux qui n'avaient pas de lien entrant, parce que j'ai encore une probabilité de sauter sur eux. Okay ? C'est pour ça qu'ils vont toujours avoir un score qui n'est pas nul. Ok, voilà. Donc c'est ça, le 1 moins alpha, ça correspond au bêta. Et bien quand je fais cette marche aléatoire, le PageRank, là, le truc vers lequel convergent les itérations de la matrice, c'est exactement... Donc en fait, une itération de la matrice, c'est faire une étape de cette marche aléatoire. Et le PageRank, quand je prends mon vecteur de PageRank, là, si je l'ai normé en faisant que la somme de tous les trucs vaut 1, j'interprète ça comme une proba. Le score sur le nœud U, je dis c'est la proba du nœud U. Et en fait, cette proba, c'est quoi ? C'est exactement la probabilité que le marcheur aléatoire se trouve sur U après un nombre infini d'étapes. Donc ça veut dire, pourquoi infini ? Ça veut dire quand vous faites un très grand nombre d'étapes, les probas d'être sur tel sommet ou sur tel sommet, elles convergent, elles se stabilisent. C'est ce qu'on a vu avec cette histoire de Perron-Frobenius. Et à l'infini, du coup, c'est vraiment stabilisé, c'est la limite. Et le score que vous donnez au sommet, c'est la probabilité d'être sur ce sommet dans la marche aléatoire. Dans cette marche aléatoire un petit peu transformée, qui est je vais vers un de mes voisins avec équiprobabilité, ou je saute sur n'importe quel sommet avec une petite probabilité que je me garde. Ben, c'est ça le PageRank. Ok. Comment est-ce qu'il fait Google du coup pour traiter nos recherches ? Il calcule le PageRank pour ranker toutes les pages du monde. Il sort les documents qui sont liés à votre recherche par des arguments plus lexicaux et sémantiques. Il essaye de faire ça le mieux qu'il peut pour trouver les documents les plus pertinents pour votre recherche. Et puis, il vous les présente classés par PageRank. Au final, l'importance de les premiers résultats qui sortent en haut, c'est parmi les résultats pertinents pour votre recherche, lesquels sont les plus importants au niveau de la structure.
Ah mince, ouais, je vous ai pas montré ça en fait. Non, c'est pas marqué, ok, ils sont tombés. Dommage, il y avait ça, c'était un truc rigolo. C'est que du coup, ce que je vous dis, c'est qu'évidemment, ça c'est les gros principes, mais vous êtes d'accord que Google maintenant c'est bien plus complexe que ça. Ils font bien d'autres traitements plus sophistiqués, il y a notamment la publicité qui vient au milieu, etc. Bon, c'est beaucoup plus compliqué que ça, leur traitement. Et alors ce qui est rigolo, c'était que dans l'article original de Page et Brin, en 97, dans l'abstract, un des arguments forts, c'était ça. Il disait, la plupart des moteurs de recherche, ils se sont passés à dans des compagnies, avec très peu de publications sur les détails techniques, et ça fait que les moteurs de recherche aujourd'hui, c'est très largement des boîtes noires. Bon, ben voilà, 20 ans plus tard, leur moteur de recherche, c'est exactement pareil. Parce que c'est tellement plus compliqué que ça, Google, même s'il y a le PageRank au cœur, qu'en fait, on ne sait pas exactement comment elles sortent, les pages. Et ce n'est pas du tout documenté, et je pense qu'ils ne tiennent pas à ce qu'on sache comment c'est fait. Donc, mais c'était, quand ils étaient en PhD, c'était un bon argument de vente pour leur papier, en tout cas. Maintenant qu'il y a des milliards en jeu, ils ont un petit peu changé leur fusil d'épaule. Pour vous faire rigoler avant de partir, parce que je veux toujours que vous partiez en étant content quand même, un petit jeu. 6 fois le même réseau, 6 mesures de centralité qu'on a vues ensemble, les degrés, la closeness, la version harmonique de la closeness, la betweenness centrality, la centrality de vecteur propre et la centralité du PageRank. Lequel est lequel? Je vous laisse 5 minutes pour trouver ça. Donc juste ce qu'il faut savoir, ça se comprend, mais ça va encore mieux en disant, peut-être on va éteindre pour que vous voyez mieux. Les noirs, ce sont ceux qui ont les plus forts scores. Ceux qui sont très clairs sont ceux qui ont le moins fort score. Alors, lequel a été... Donc vous pouvez voir déjà que c'est pas exactement pareil, carrément. Lequel a été calculé selon les degrés, lequel a été calculé selon tout ça. Alors comment est-ce qu'on peut faire? Peut-être un facile à repérer. Degrés, ouais. Lequel c'est les degrés? C'est dommage, on ne voit pas assez, parce que là il y a plein de nœuds clairs. Je ne sais pas si vous les voyez là, il y a des nœuds clairs. C'est soit celui en haut à gauche, soit celui au milieu à droite. Ah ouais? Non, aucun des deux, à mon avis. Ouais. En bas à droite. En bas à droite non plus. Ah, il est bien ce jeu. Et je suis pas trop sûr des réponses, mais là le degré je suis sûr à peu près. Milieu gauche, non? Milieu gauche, ouais. Pourquoi? Parce que y a Parce que lui, Ouais. lui là, on les voit pas bien là, mais il y a une myriade de trucs clairs C'est le sens. ici, et lui, eux ils sont très clairs parce qu'ils ont tous degré 1, et lui il est très foncé parce qu'il a tous ses voisins là. Okay. Il y en a aussi un autre noir qui est pareil avec beaucoup de degrés. Ici là, Par la gauche. ouais. Voilà. Donc oui. Et là celui-là il a degré 5, ce qui est pas mal, mais c'est pas incroyable. Et il a degré 1 ou 2. Non mais on voit lequel celui-là? Oui. Il y a plein de Non mais en fait on voit pas bien, mais il y en a plein. Ah, Il y en a plein, mais on voit pas bien, je suis d'accord. oui, c'est ça, j'avais ligné direct. Donc, en tout cas, on voit que lui, là, il est très central alors qu'il n'est pas du tout. La seule raison pour laquelle il peut être central, c'est à cause du degré. Je l'ai fait. Ok, donc ça, c'est les degrés. Alors, closeness. Closeness, normalement, c'est un truc un peu intuitif. C'est censé mettre le closeness et harmonique. Les deux sont censés quand même mettre les sommets importants au centre topologique du réseau. Donc, moi, pour closeness et harmonique, oh, c'est pas facile, hein. Je verrai bien, je vous dirai la réponse parce que je l'éteins. Je verrai bien ça, ou ça, ou ça, ou ça. Pas ça. Ça, c'est clair que c'est pas ça. Oh, attendez, ça pourrait être les degrés, ça aussi, là, non? Non, celui-là est mieux parce qu'ils ont plus de fort degré. Donc, lequel est closeness?
Pas facile, hein? J'aimerais bien ça pour closeness. J'aimerais bien ça pour closeness parce que ça, je le garderai pour harmonique. Parce que eux, je pense que là, niveau harmonique, ça va. Ah, pas sûr, je dis peut-être des bêtises. J'aurais dit que eux, niveau harmonique, ils n'étaient pas beaucoup parce que comme ils sont loin de tout le monde, là, quand même, et qu'ils vont être divisés, on prend 1 sur la distance et puis après on moyenne tout. Donc j'imagine qu'eux, ils doivent se retrouver avec un score assez faible dans harmonique, alors que dans closeness, c'est moins grave, peut-être. Ouais, c'est vraiment pas facile, en fait. Hein. Peut-être je vais y voir mieux sur mon ordinateur. Ah ouais, on y voit mieux quand même sur l'ordinateur. Ouais. Un peu plus clair. Donc, lequel? Celui-là, on a 10 degrés, celui-là. Hein. Celui-là, c'est réglé. J'écris degrés. On va voir si on a bon. Degrés. Moi, j'aurais dit ça harmonique, mais alors, je suis pas très sûr quand même. Hein. Bon, ça peut pas être PageRank et eigenvector, parce que si vous faites une marche aléatoire, vous n'allez pas être tout le temps sur le sommet du milieu, au contraire. D'accord ? Donc moi, ça, je verrais bien harmonique ou closeness, mais je pense plutôt pour harmonique. Ouais. Je pense plutôt pour harmonique. Donc le closeness, franchement, je ne sais pas trop où le mettre. Betweenness, on devrait arriver à le voir, betweenness. Donc ici, là, je vous aide un peu. Ça, là, ils sont vraiment, ceux-là, bien centraux. Est-ce que ça pourrait être betweenness? Non, je ne crois pas trop non plus, j'en sais rien. Peut-être betweenness, c'est ça, non? C'est vraiment juste éclairé sur ceux qui sont au milieu des chemins. Ah ouais, je mettrais bien ça pour betweenness, moi. En fait, c'est moi qui joue. J'ai fait le jeu pour moi, en fait. Avec celui du en bas à gauche. Ça, celui-là, tu le mettrais quoi, là? En betweenness. Ah, ça peut aussi, ouais. Parce que... Ah, ils se ressemblent d'ailleurs, ces deux-là. Dis donc, on dirait que c'est les mêmes, quasiment. Oui, pratiquement. Hein. Ah, c'est peut-être les mêmes, je me suis peut-être planté, là. C'est un peu des couleurs différentes. Ouais. Ah oui, ils ont quelques couleurs différentes. Bah tiens, alors celui-là, par exemple, il est beaucoup plus foncé ici que celui-là. Ah, okay. Ça se voit sur l'ordi, ça se voit pas trop là. Je vois à peine, ouais, qui est plus foncé. Je sais pas. Alors je garderai betweenness là, parce que je pense que lui, il n'a pas betweenness incroyable. Oui. Donc du coup, ok. Donc il nous reste donc closeness. Closeness, du coup, alors là, ouais, j'avais dit ça peut-être pour closeness, c'est ça? Moi, je joue closeness là, alors. Hein. Sinon, je vois pas trop. Ou alors marche aléatoire, je sais pas. Ça, celui-là, il est très particulier, celui-là. Il n'y a que lui qui est fort, et tous les autres sont pas forts. Ouh là là, non, à mon avis, on n'a pas bon. Qu'est-ce que ça pourrait être, ça, alors? Sans se tromper, c'est le degré. Non, celui-là, degré? Je sais pas. Par rapport à l'autre. Peut-être qu'il y a un degré. Sinon, ça paraît plus logique que les grappes sont juste déconnectées en ligne et sont claires, parce qu'ils n'ont que deux connexions en soi. De toute façon, degré, en fait, c'est pas trop choquant. Alors lui, là, et lui, ils se ressemblent beaucoup, mais ça, c'est beaucoup plus clair. Ça, c'est beaucoup plus clair. Et quand même, ils ont un degré, je pense, on ne voit pas bien les degrés, mais je pense qu'ils ont des degrés assez importants. Lui, il est trop clair, là. Moi, je laisse degré là. Par contre, du coup, ça nous aide un peu. Ce qui doit pas mal ressembler à degré, quand même, c'est eigenvector. Parce qu'on récupère le score de ses voisins, et en fait, c'est pas mal influencé par degré, je pense aussi. Ceci dit, lui, eigenvector, il ne doit pas être trop central, là, non? C'est bizarre. Bon, franchement, je sais pas. Donne ma langue au chat. Eigenvector, et ça, ce serait quoi alors? PageRank? On regarde? En fait, je sais même pas où est-ce que je peux voir. J'ai pas mis la réponse sur les slides, ce qui n'est pas trop malin. Je dois pouvoir la voir là-dedans. Donc ça, ouais, ça va être beau parce que ça va être tout faux. Donc comme quoi, c'est pas si facile d'avoir une intuition sur ces trucs-là. Alors.
Ouais, le premier c'était between-ness. Between-ness. Voilà, d'ailleurs, les voilà les réponses. La between-ness. Donc ça, c'est between-ness. Correction. Between-ness. Ok. Le deuxième, ici, c'est closeness. Ah ouais, closeness, ça, d'accord, ça, je comprends. Pourquoi pas, ok. On a degré de juste, c'est déjà ça. Comment? Vous avez degré de juste. J'ai degré de juste, c'est vrai? Il est où, degré? C'est le Troisième. troisième. Le troisième, c'est celui-là. Tatan, un point. Closeness, pas du tout. Donc closeness, il était où? Ah oui, il était là. Et du coup, ici, c'est quoi? C'est eigenvecteur? Alors, j'ai failli à un moment donné hésiter. C'est facile de le dire a posteriori, mais c'est-à-dire que eigenvector, non, j'avais pensé à PageRank. Mais du coup, PageRank, il est bien là? Ouais, PageRank, il est là quand même, c'est ça? Non? Ah non? Ça, c'est harmonique, ça? Quoi Non, c'est pas Jrink. Attendez, non? 1, 2, 3, 4, 5, 6, non? Non, ouais, harmonique et PageRank. Oh là là, c'est cata. Alors là, je vois pas du tout pourquoi c'est comme ça. Parce que le dernier, c'est juste après. Harmonique et PageRank. Waouh! Là, je me demande si je me suis pas trompé dans les machins, parce que ça me paraît incroyable. Alors ça, eigenvector. Ok. Voilà, bon ben 1 sur 6. Bravo. Celui-là, eigenvector, je veux bien parce que, en fait, eigenvector aussi, ça ressemble à des marches aléatoires, un petit peu, et ça se fait piéger un peu dans des endroits qui sont denses en lien dans les communautés. Ça va être dur pour la marche de sortir de la communauté, etc. Bon, bref, c'est une façon de voir le truc. La marche aléatoire ne ressemble pas à la marche aléatoire. Fais voir, et où le Eigen, c'est ça? Vous disiez que la marche aléatoire ressemble à Eigen, mais du coup. Eigen. Donc ça, c'est eigenvector. Et oui, PageRank, ouais, non, PageRank, du coup. Non, mais là, j'y crois pas trop, là. Lui- Non, mais c'est pas possible. Que lui, il a un PageRank important, j'y crois pas. Et c'est comme ça, un extrait d'un graphe, peut-être. Bon, ou alors, sinon, ça explique pourquoi les résultats sur Google, ils sont un peu nuls. Alors, j'ai un deuxième jeu plus facile. Il n'y en a plus que 4. Là, celui-là, je trouve qu'il est plus facile. À mon avis, ce qui est facile à repérer, c'est closeness. Vous le voyez bien ou pas? Sur l'écran, c'est 100 fois mieux. Parce que closeness, on a déjà vu l'exemple du réseau spatialisé tout à l'heure. Il va mettre. Alors là, les codes couleurs, c'est rouge très central, bleu pas central. Donc il va quand même avoir tendance à mettre les rouges au milieu du réseau. Donc j'éliminerai déjà ces deux-là pour closeness. Et celui-là, il me paraît trop excentré. Je pense que closeness, ça doit être ça. On va mettre un billet là-dessus sur closeness ici. Est-ce que vous avez d'autres trucs? Du coup, celui-là, là, qu'est-ce que ça peut être qui fait les machins comme ça, nani nana? C'est pas degré, hein, en effet. Donc ça, c'est bien déjà, c'est pas degré. Est-ce que ce serait ça ou ça, degré, alors? C'est quoi, tu dis? Le premier pour degré, moi je mettrais ça aussi. On a l'impression que là où c'est plus aggloméré, à chaque fois, il y a un peu plus de rouge. Alors qu'ici, c'est vraiment des trucs isolés. Lui, là, il est très central. Bon, il n'a que 3 connexions, lui. Hein. Donc moi, je jouerais degré là aussi. Ok. Du coup, ça m'a donné une idée en regardant lui, là. C'est between us, ça. Hein. Les trucs un peu rouges, là, on voit qu'ils font... C'est un petit peu les rares connexions entre cette partie-là et cette partie-là. Ça pour expliquer. Lui, il est froid, par contre, c'est un peu bizarre. Mais d'un côté, pour passer par lui, il faut vraiment être dans le haut du réseau. Dès qu'on descend un peu dans le réseau, on va plutôt passer par lui. Donc là, je jouerais bien between us sur lui. Donc, en tout cas, sur ce truc-là, outre le jeu, là, c'est frappant que ça n'a rien à voir, hein, les 4. Hein. Donc il y a des réseaux pour lesquels c'est un peu proche, il y a des réseaux pour lesquels ça n'a rien à voir quand même.
Là, c'est les trucs importants, ils sont localisés là. Là-bas, c'est regroupé par grappe comme ça. Avec le degré, ça ne donne pas du tout la même vision. Et du coup, ça, ce serait eigenvector. On regarde. On part sur une satisfaction. On joue le 4 sur 4. Premier degré. C'est bon. Deuxième, betweenness. Troisième, closeness. Quatrième, eigenvector. Bon, super. Du coup, conclusion, différentes mesures de centralité qui font quand même ressortir des choses différentes. Regardez sur ces exemples-là, sur cet exemple de réseau-là, ça fait vraiment ressortir des choses différentes. Il y a plein de réseaux où elles donnent à peu près pareil, c'est connu aussi. Il y a même des explications théoriques de pourquoi c'est comme ça. Mais il y a quand même plein de réseaux sur lesquels ça donne des choses différentes. Notamment celui-là, il est bien spatialisé de réseau. Vous voyez que sur des réseaux spatialisés, ça peut donner des informations différentes quand même. Comme tout à l'heure, la ville, entre closeness et betweenness, ça n'avait rien à voir. Okay. Donc c'est voilà, à retenir que si vous voulez calculer du coup l'importance des nœuds dans un réseau, savoir quels sont les nœuds importants, il y a plusieurs mesures et vous pouvez les utiliser toutes à la fois aussi pour avoir l'importance selon différents critères. Et ça dépend de la question qui vous intéresse derrière. Allez, on va aller manger sur ce 4 sur 4. Je vous souhaite bon appétit.